Alors elle va fuir l'Allemagne pendant le nazisme, elle va se réfugier en France, c'est finalement aux États-Unis qu'elle va trouver refuge. Comment a-t-elle vécu cette période et surtout, est-ce qu'elle imaginait que le drame allait être d'une telle ampleur? Alors ça, c'est une question un petit peu difficile. Il me semble, en tout cas d'après les écrits, d'après les témoignages, d'après les informations dont on dispose, je crois qu'on peut dire qu'Hannah Arendt était quand même assez lucide sur ce qui était en train de se passer. Je dirais même qu'elle était aux avant-postes. Puisque notamment elle était amie avec Kurt Blumenfeld et elle fait partie de l'organisation sioniste internationale, Oui. et elle a mené une enquête à ce titre sur l'antisémitisme en Allemagne justement et sur les actes antisémites commis par les Allemands dans le but justement de dénoncer ces actes, de les révéler au monde entier. Donc je dirais elle était aux avant-postes, si vous voulez, pour éclairer le monde sur ce qui était en train de se passer en Allemagne à ce moment-là. Oui. Donc elle était, je pense, extrêmement lucide. Oui. Et par ailleurs, elle avait une réflexion aussi sur la condition juive en Allemagne, Oui. déjà depuis des années auparavant. Et elle a écrit à ce moment-là un livre très important qui est la biographie de Rahel Varnhagen, qui est une réflexion. Alors, Rahel Varnhagen a vécu à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, mais en réalité, on considère que ce livre est un peu une sorte d'autobiographie, si vous voulez. Arendt parle un peu d'elle-même à travers ce personnage, et en décrivant la condition de cette juive en Prusse à cette époque et les difficultés d'intégration à la société allemande, elle met en perspective sa propre condition de juive allemande au début du XXe siècle, dans les années 20. Donc si vous voulez, elle a vraiment une réflexion très poussée sur ces questions à ce moment-là. Alors vous dites qu'elle était lucide, mais elle est aussi responsable, puisqu'après la guerre, elle retourne en Allemagne et là elle va intégrer une association pour aider justement ces juifs rescapés de la Shoah. Oui, enfin, elle n'a pas cessé, avant-guerre, pendant la guerre et après-guerre, de se préoccuper du sort des Juifs européens en particulier, évidemment. Donc, elle a été non seulement lucide, mais on peut dire... c'est un mot que Hannah Arendt n'utilisait pas beaucoup, et bon, peut-être qu'on en reparlera, qu'elle critiquait un petit peu, mais on peut dire qu'elle avait un certain engagement, malgré tout, effectivement, au service, justement, de la cause juive. Enfin, notamment, alors, elle a fait un bout de chemin avec les sionistes aussi, donc elle a participé aussi à une organisation qui avait pour but d'acheminer donc, des juifs européens en Palestine. Donc, si vous voulez, elle a vraiment été mêlée de près à ces affaires-là. Donc, c'est pas une philosophe un petit peu dans les nuages, comme le dit Hannah Arendt. C'est quelqu'un qui a réellement mis la main à la pâte, si je puis dire, et qui a été confronté aux faits sociaux et politiques de son époque. Alors 1951, là, c'est l'année charnière puisqu'elle va publier son premier ouvrage, Les origines du totalitarisme. C'est un ouvrage qui est fondamental. Il est étudié dans le monde entier. Pourquoi est-il si important ? Alors, il est important pour plusieurs raisons, évidemment. L'une des raisons, c'est que c'était, je pense, un des premiers ouvrages après la guerre qui tentait une réflexion, je dirais, synthétique sur le phénomène qu'on appelait à l'époque le totalitarisme. D'autre part, c'est un ouvrage qui est, assez passionné. Elle s'y montre très passionnée dans ses analyses. Alors ça lui a été un petit peu reproché aussi. Certains auteurs, je pense par exemple Eric Voegelin, lui a reproché entre guillemets son sentimentalisme. Bon, le fait qu'elle réagissait de manière un peu affective et émotionnelle face à l'événement. Et ça, c'est ce qui donne sa coloration particulière au livre. Et je terminerai en disant que c'est un livre extrêmement riche, c'est-à-dire on y trouve à la fois de la philosophie politique, on y trouve de la sociologie, on y trouve même des analyses littéraires. Elle se réfère à Marcel Proust, par exemple. Et elle mêle tout ça. Alors, ça donne peut-être une impression comme ça baroque, voilà, mais c'est une sorte de livre-fleuve qui est réellement passionnant à lire. Elle commence quand même par la question sur l'antisémitisme. C'est le premier volet, l'antisémitisme. Ah, pourquoi ? Écoutez, alors, comme je l'ai dit précédemment, parce que d'une part, elle était très consciente justement Quelle est sa thèse sur cette question. Sur l'antisémitisme ? Alors, la thèse d'Arendt, c'est que, pour faire simple, c'est que l'antisémitisme est un phénomène nouveau, qui, selon elle, marque une rupture avec ce qu'on pourrait appeler l'antijudaïsme, en fait. C'est-à-dire l'hostilité envers les juifs qui était, je dirais, de nature religieuse et qu'on trouvait, par exemple, dans les sociétés chrétiennes durant le Moyen-Âge. Eh bien, certes, il a pu nourrir l'antisémitisme aussi, bien sûr, au XIXe, au XXe siècle, mais elle considère qu'il y a une mutation qui s'est opérée à un moment donné, et de fait, c'est incontestable, l'antisémitisme
ne se présente pas comme une haine religieuse, mais comme une haine, entre guillemets, à caractère racial, c'est-à-dire qu'il y a une racisation des Juifs, en fait. Mais en outre, ce qu'elle apporte aussi, c'est de montrer que cet antisémitisme va jouer un rôle politique et va devenir un antisémitisme politique, en fait, et va entraîner une mobilisation politique. Et qu'un certain nombre de leaders politiques, notamment, alors, par exemple en France, clairement Édouard Drummond, mais en Allemagne aussi, des leaders politiques vont s'emparer de ce thème pour mobiliser les masses, les foules, et essayer de gagner des voix et de remporter des suffrages électoraux.